Fred Savard avec vous pour un 31e épisode. Tranquillement, pas vite, on se dirige vers la fin de cette saison 7. Je ne sais pas exactement quand elle va se terminer. Ça va être quelque part en juin, peut-être début juillet. Mais ça sent de plus en plus la fin. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode en compagnie de mes bons amis de l'ACFAS. Oui, l'ACFAS, Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, si vous ne vous en rappeliez pas, qui tenait cette semaine son 92e congrès. Et on est devenus des partenaires, moi et l'ACFAS. J'avais commencé ça l'an dernier, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec eux. Puis eux aussi, je pense, ils aiment beaucoup ce format que j'ai créé de balado qui est capable de prendre en main des sujets parfois peut-être un peu denses qu'on a pu résumer en 6 ou 8 minutes et d'en faire des discussions sur des enjeux importants. Puis c'est ça que je vous présente aujourd'hui. C'est une conversation, une table ronde, une discussion que j'ai eue devant public au Resto Pub de l'ETS au centre-ville de Montréal. C'est là que se tenaient en partie les activités de l'ACFAS, du congrès, du 92e congrès. Et en compagnie de Sophie Montreuil, qui est la directrice générale et qui est devenue, le temps d'un épisode, ma co-animatrice. On a discuté avec des chercheurs, des chercheuses, des étudiantes à la maîtrise, des profs, de la recherche en français, des enjeux que la recherche en français affronte. L'ACFAS a sorti en 2021 un rapport très alarmant. Puis on est parti de ce rapport-là pour discuter de recherche en français dans des milieux francophones minoritaires. Ça, c'est un peu la première partie de l'épisode, de la discussion, entre autres avec Valérie Gagnon-Lapointe, qui enseigne en Alberta, à l'Université de l'Alberta, en français. Vous allez voir, son témoignage est extrêmement touchant et en même temps très coup de poing. Puis ensuite, on va élargir la réflexion, puis on va parler de la diffusion des savoirs universitaires en français avec l'anglicisation qui touche le Canada. Bien sûr, les États-Unis, ils sont aussi l'empire de la langue anglaise en recherche, mais là, ça touche aussi des pays comme l'Italie, la Hollande, le Brésil, l'Asie. Alors, on va parler de tout ça avec des gens qui sont dont leur domaine de recherche, c'est justement la diffusion des savoirs. On va parler entre autres avec des gens de chez Érudit. Vous allez voir, c'est vraiment une discussion intéressante. À la fin, il y a Martin Maltais, le président de l'ACFAS, qu'on a déjà entendu qui vient aussi rajouter une couche de réflexion vraiment intéressante. On va parler de politique, on va parler... Vous allez voir, c'est vraiment un bel épisode. Évidemment, c'est devant le public, fait que le son, parfois, c'est toujours un enjeu là, d'enregistrer devant le public puis avoir la meilleure qualité de son ensuite pour le montage. Fait qu'il y a des petites variabilités là, parfois, mais ça reste que ça sonne quand même assez bien pour un épisode devant le public. Et c'était devant le public, donc ça c'est cool parce que j'en fais pas tant que ça, puis il va falloir que je m'y penche parce que je sens, il y avait beaucoup de monde, je sens que les gens, ça leur manque un peu. Alors, j'aurai des choses à vous annoncer relativement bientôt à ce sujet, mais je garde ça en tête. Alors voilà, j'en dis pas plus. Je vous laisse donc avec cette discussion pour ce 31e épisode de la balado enregistré lors du 92e congrès de l'ACFAS à Montréal. Bon épisode tout le monde! Ah mon Dieu, les gens sont complètement craqués. Les gens sont en feu, Fred. Sophie Montreuil! Oui? Directrice générale de l'ACFAS. Exact. Là, on va faire un épisode important, je pense. Je pense que ça va être un épisode mémorable. En fait, le déclencheur, c'est un rapport que l'ACFAS a déposé en 2021, puis vous êtes un peu revenu récemment dans les médias, dans une lettre, avec Martin Maltais, qu'on va accueillir plus tard. Oui. C'était en lien avec les élections fédérales. Oui. Il y avait plusieurs choses dans cette lettre-là, entre autres la place de la recherche en français. Exactement. 2021, je vais rapidement. Au terme d'une étude menée sur 2 ans, avec entre autres Vincent Larivière, qu'on va avoir la chance d'entendre plus tard, une étude financée par Patrimoine canadien, je me permets de le dire. On a sorti un rapport en juin 2021 qui attestait, noir sur blanc, le déclin des sciences et de la recherche en français au Canada. Plein de chiffres, plein de données, on le savait que ça allait pas bien. Et là, on avait des données pour expliquer pourquoi ça allait pas bien, comment ça allait pas bien, et surtout
énoncer des recommandations et se faire entendre auprès notamment du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada pour essayer de remédier à la situation. 4 ans plus tard, Fred, ça n'a pas changé beaucoup. En fait, au Canada, on n'atteint même pas le 3%. On n'atteint pas le 3 du PIB. Ça, c'est un autre enjeu. Oui. Dans les pays de l'OCDE, ce qui est recommandé, c'est qu'un pays consacre au moins 3 de son PIB à soutenir la recherche. Le Canada n'est pas à cette hauteur-là. Et le Canada n'est pas à cette hauteur-là pour la recherche, toutes catégories confondues dans les 2 langues. Il n'est certainement pas à la hauteur de cette question-là pour ce qui est de la recherche en français. Et là, on a une tablée incroyable. En fait, l'épisode va être structuré en 2 grands blocs. Je vais présenter tout le monde. On va commencer avec Valérie Lapointe-Gagnon. Bonjour. Allô? Bon, alors, vous êtes professeur agrégé campus Saint-Jean à l'Université de l'Alberta, président de l'ACFAS en Alberta? Plus maintenant, mais je l'étais jusqu'à récemment. OK, j'étais mal informé. Ça fait pas longtemps. Non, c'est très récent. Vous êtes prof d'histoire? Prof d'histoire, oui. Et vous vous êtes intéressé à la question du bilinguisme? Oui. Vous avez publié un ouvrage sur la commission Laurando-Danton? Exactement, qui s'appelle Penser le Canada, P-A-N-S-E-R. On va parler avec vous et avec Virginie Hull pour le premier bloc. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes membre de la relève en recherche? Oui, exactement. Je suis étudiante à la maîtrise en linguistique à l'Université du Québec à Chicoutimi. Oui. Vous êtes aussi vous siégez au comité intersectionnel étudiant du Fonds de recherche du Québec? Ouais, comité intersectoriel étudiant. Intersectionnel. Excusez-moi, je suis très habitué à beaucoup de thématiques woke à la balado, fait que je suis toujours dans l'intersectionnalité. Pourquoi les enjeux linguistiques en éducation particulièrement, ça a été quoi le déclencheur pour vous intéresser à ça? Bien, avec le comité intersectoriel étudiant, on s'intéresse à tous les enjeux qui touchent de près la relève en recherche. Quand je dis relève en recherche, pour le préciser, c'est les gens du collégial qui ont un intérêt pour la recherche, mais jusqu'aux étudiants d'éthique supérieure et même au postdoctorat. Donc, la relève, juste pour définir ce que c'est. Mais on s'intéresse justement aux enjeux qui concernent la relève, comme notamment la santé psychologique, donner des exemples, ou l'intelligence artificielle, par exemple. Mais la science en français, c'est certainement un sujet qui touche de près la relève en recherche parce que les opportunités aussi que la relève peut avoir pour débuter sa carrière, très tôt dans son parcours, elle est amenée à choisir, je peux dire entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un choix, en fait. C'est souvent une pression qui vient pour la relève de diffuser sa science en anglais plutôt qu'en français, alors qu'elle tient au français. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu documenter un peu le phénomène puis amener des pistes d'action désignées aux organismes subventionnaires en premier lieu. On va en parler tantôt parce que ça va vraiment concerner ce bloc sur la recherche sur le terrain, entre autres dans des contextes aussi francophones minoritaires, avec Valérie Lapointe-Gagnon. Mais de l'autre côté, on a également Vincent Larivière. Bonjour. Salut. Vous êtes titulaire, là, j'espère que je suis bien informé, là, titulaire de la chaire UNESCO sur la science ouverte? Absolument. Professeur titulaire à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal? Oui. Vous intéressez... Vos travaux de recherche portent sur quoi exactement? Bien, sur pas mal de trucs, en fait, qui s'intéressent à la communauté scientifique. Donc, moi, à la base, j'étudie les scientifiques. Donc, j'ai une approche sociologique, historique. Ça, c'est très méta, ça. Oui, c'est très méta. On dit que c'est de la métascience, en fait. Donc, moi, mon objet d'étude, c'est le nous collectif. Et donc, dans tout ça, il y a la science ouverte, il y a la question linguistique, il y a la question de la concentration des fonds de recherche. Donc, il y a toute une série de questions. La diffusion des connaissances, les revues savantes. Donc, ultimement, ça vise à, disons, peut-être rendre la science meilleure, essayer de créer les conditions sociales dans lesquelles on ferait, comme scientifique, de la meilleure science. Tania Niemann? Oui, bonsoir Fred. Ça va bien? Ça va bien, merci. Directrice générale d'Érudits? Oui. Quand on parle de diffusion, on n'a pas le choix au Québec et au Canada de parler d'érudits. Je suis convaincue, c'est important et nécessaire, oui. Bon, et ça va être le deuxième bloc. Là, on va parler vraiment de la diffusion, les enjeux, les écueils et j'espère les bons coups aussi. Et là, Sophie, il faut quand même le dire, il va y avoir une touche de human interest. Vous réalisez un rêve ce soir. C'est ce que vous m'avez dit tantôt. OK, il faut pas parler à Fred Savard dans les coulisses en pensant que ça va rester dans l'intimité. Il n'y a jamais de off the record. Visiblement, il n'y a jamais de off the record. J'avais oublié que tu es un journaliste. Non, je suis pas un journaliste. Je trouve ça extrêmement insultant de me traiter de journaliste. Ben oui, on va parler pendant quoi? 1 heure, 1h30? À peu près. De sciences en français.
de recherche en français. Il y a des enjeux critiques vécus sur le terrain, documentés. Tu vas apprendre, je te le donne en 1000, des données auxquelles tu t'attends pas sur Érudit, sur la consultation de ce qui est publié dans Érudit. Oui. Donc, c'est un rêve. Le médium radio est le médium que j'aime le plus. Si vous n'étiez pas directrice générale de l'ACFAS, vous seriez à la radio, peut-être? Tu vas couper ça au montage. Non, pas du tout. On va commencer donc avec Valérie et Virginie. Valérie Lapointe-Gagnon, comment ça se passe en Alberta? Quand on enseigne en français. Mais on peut imaginer, l'Alberta, disons que c'est pas la province qui a été la plus ouverte. Est-ce que je suis bien informé? Est-ce que c'est encore une province canadienne ou ils sont déjà partis? Allez-vous revenir? Mais là, on n'a pas encore eu de référendum. Non. Mais... Est-ce qu'il y a des liens entre les séparatistes albertains et le Parti québécois? Parce que si c'est le cas, ça peut prendre bien du temps avant de se séparer. On a vu PSPP se réuir de la situation aujourd'hui. Oui. Donc, mais les liens, non. Faire une province pétrolière, ne se soumettre à aucune loi pour préserver l'environnement, est-ce que ça peut vraiment être un projet de société? Non, tout à fait. C'est une excellente Valérie, faut pas le prendre au premier degré. Non. Ta réponse est magnifique. Oui. Pour qu'on comprenne. On peut imaginer faire de la recherche en français, juste étudier en français dans une province comme l'Alberta, déjà, c'est un geste politique. Aller à l'école en français, c'est un choix que font des parents, mais ça fait pas depuis longtemps que ces parents-là peuvent faire ce choix-là, parce que l'école en français, c'est pas quelque chose qui a existé pendant toute l'histoire de la province. Ça existait au début, ça a été retiré. Les femmes, souvent, ont enseigné clandestinement dans le dos des inspecteurs anglophones. Donc, les familles ont résisté, mais sur le terrain, l'éducation en français, il n'y en avait pas. Puis quand il y en avait, c'était l'éducation clandestine. Et puis, depuis les années 80, depuis la Charte des droits et libertés, depuis le rapatriement de la Constitution, on a des écoles, mais même à partir du moment où on a eu une protection constitutionnelle pour avoir des écoles, la province s'est pas dit du jour au lendemain « Oh, on n'a pas le choix de se plier à la Constitution, on va le faire. » Non! Il y a eu de la résistance là aussi. On voulait pas en créer des écoles francophones. Donc, c'est un phénomène assez nouveau. On parle de 4 décennies et demie. Et là, on a des premières générations qui renouent avec leur langue. Puis nous, on les voit à l'université. Donc, moi, j'enseigne dans un petit campus francophone, le campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, qui a une longue histoire. Une histoire aussi compliquée avec le français. Le campus Saint-Jean n'a pas toujours été francophone. Il a été bilingue. C'est un choix qui a été fait relativement récemment d'en faire un campus francophone. Et je peux vous dire que beaucoup de mes collègues au main campus, qu'on appelle le campus anglophone, parce qu'on n'est pas situé au même endroit géographiquement. Ah non, vous êtes séparés? On est séparés. Beaucoup de mes collègues ne savent pas qu'on existe. Donc, on existe dans l'ignorance de plusieurs membres du main campus, dans l'ignorance d'une frange de la province, puis dans l'ignorance du Canada. Mais on fait des choses formidables. Par exemple? Je parlais de reconnexion avec la langue. Qu'est-ce que ça peut apporter de faire de la recherche en français? On le voit, j'ai des étudiants devant moi qui sont les premières générations à étudier en français depuis les crises scolaires. Là. Donc, leur arrière-grand-parents parlaient français. La langue s'est perdue à cause des politiques d'assimilation. Là, il y a un retour. Mais une étudiante en particulier qui a pu aller faire de la recherche dans ses archives familiales et puis faire un projet avec ça, le présenter à notre antenne régionale de l'ACFAS, à l'ACFAS Alberta, devant sa famille. Sa famille était très émue, mais sa famille n'a rien compris de sa présentation. Mais ces archives familiales sont en français, donc ça raconte une époque, ça raconte la fondation de petits villages, ça raconte l'histoire de son aïeul qui a enseigné au peuple métis qui était là, aux francophones qui étaient là quand il n'y avait pas de structure, quand il n'y avait pas d'institution. Et puis là, elle a pu faire une recherche là-dessus, elle a pu lire les archives, puis la diffuser. Donc, c'est le genre d'histoire qu'on voit à tous les jours. J'ai une étudiante à la maîtrise en ce moment avec moi, je la salue si elle va m'écouter éventuellement, elle s'appelle Julia Fabreau-Smith. Oui! Allô, Julia? Elle a des femmes, en tout cas, ici, à l'ETS. Elle fait un mémoire de maîtrise sur l'Académie Assomption, qui était
une école d'études supérieures pour femmes, mais on n'a pas donné là-dessus comment les femmes ont été éduquées en partie en français. Donc là, elle va faire une histoire orale. Elle va aller vers ces femmes-là. La sénatrice Claudette Tardif a été à l'Académie à Assomption. Donc, il faut faire une histoire de ces institutions-là. Fait que c'est ce qu'on fait au Campus Saint-Jean, entre autres. Mais on a beaucoup de chapeaux, hein. On est un petit campus, puis on enseigne à peu près tout, mais on n'est pas capable de donner une formation en français de la première à la dernière année dans tous les domaines parce que on a les sciences, on forme des gens en biologie, on forme des gens en psychologie, on a sciences humaines et sociales, on a éducation, on forme les profs des écoles francophones et d'immersion. Puis il y a des gros manques. Puis c'est ça, on vit dans une province qui ne nous considère pas. Donc, on n'a pas les mêmes moyens que nos collègues anglophones. Quand je les vois... Est-ce qu'il y a des ponts quand même? Est-ce que il y a des tensions dans le département? C'est simplement une ignorance parce que... Je dirais pas des tensions. Il peut en avoir des tensions. Il y a beaucoup d'incompréhension puis il y a beaucoup d'ignorance. C'est sûr que l'histoire de la francophonie, elle a été effacée. Hein. Comme on n'avait pas nos écoles, on avait encore moins le contrôle sur les programmes scolaires. Puis encore aujourd'hui, quand on étudie à l'école en Alberta, en Saskatchewan, dans l'Ouest canadien, puis probablement même dans les Maritimes, quand on étudie en anglais, on n'apprend pas cette histoire-là. Donc, c'est effacé. Les gens sont pas conscients du passé francophone des prairies. Et pourtant, il est extrêmement riche. Puis on le voit dans la topographie, dans la toponymie. Donc, la francophonie, elle est partout. Mais elle est effacée. Donc, c'est pas nécessairement des tensions qui vont être visibles. Il y en a intra-linguistique des tensions, de toute façon, exactement. Dans le même bassin de gens. Entre les disciplines, entre des collègues. Donc, vous savez, c'est quoi un département là, dans une université? C'est pas toujours le beau fixe. Là. C'est plus l'ignorance puis le fait qu'il faut toujours recommencer. Recommencer à justifier notre présence, à justifier nos besoins. Mais l'université aime bien ça, se vanter qu'elle a un campus francophone quand elle peut aller chercher des subventions. Ah, tabarouette! Okay. C'est ça. Mais quand il faut servir cette population-là, là, elle dit, elle nous traite comme une faculté comme les autres. On n'a pas de statut distinct. Mais il faut revendiquer ce statut-là, sans quoi on s'en sort pas. Il y a quelque chose... Oui, Sophie, go. Oui, je voulais juste mettre la lumière sur un élément important. La recherche qui se fait en français, en francophonie canadienne minoritaire. Donc là, on parle pas de la situation du Québec. Elle a cette particularité d'être souvent, pas uniquement branchée sur la communauté, branchée sur les besoins de la communauté, en santé, en justice, en éducation, et elle va souvent documenter la réalité de ce qui est une partie importante de la population canadienne. Donc, si Valérie et ses étudiantes ne font pas les travaux qu'elles font, cette matière-là ne sort pas, ne paraît pas et n'existe pas. Tout à fait. Alors qu'on est dans un pays, on va le dire, officiellement bilingue. Le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada. Puis il y a des besoins sur le terrain. Il y a des besoins en santé. Comment desservir cette population-là, puis comment comprendre aussi ses besoins. On a une population vieillissante, puis la recherche montre que souvent quand on vieillit, on va revenir à la langue de sa jeunesse. Hein? Donc, beaucoup vont garder le français si c'était la première langue apprise, et puis les autres langues vont peut-être plus disparaître. Mais comment est-ce qu'on peut prendre ça en considération? Comment est-ce qu'on peut, c'est ça, mieux connecter avec cette population-là? Ça prend des gens, des chercheurs, des chercheuses sur place pour s'intéresser à cette population-là. Puis ça prend aussi des conseils subventionnaires, puis des comités dans les conseils subventionnaires qui vont voir que même si c'est une petite population, ça peut faire une différence majeure sur le terrain. Est-ce qu'il y a des ponts avec la francophonie en recherche? Parce que j'imagine que c'est difficile de trouver des gens pour vous épauler dans vos recherches. Est-ce qu'on sent un isolement? J'adore le visage que Valérie fait. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose, Fred. Complètement. C'est tellement difficile. J'ai de l'argent, je suis pas capable de le dépenser. Comme j'ai des subventions de recherche que je ne suis pas capable de dépenser parce que je n'ai pas d'assistants de recherche qui peuvent travailler pour moi. Puis quand j'en ai, les bons étudiants, les bonnes étudiantes, là, ils sont convoités.
ceux qui excellent, on est un petit milieu, c'est rapidement connu. Tout le monde veut mettre le grappin là-dessus. Il y a des besoins tellement criants. Donc, il y a des ponts à bâtir, des échanges étudiants à faire aussi. Parce que des moyens, on en a. Oui, j'ai été capable d'aller chercher cette subvention-là. Mais après ça encore, faut-il faire la recherche? Puis, c'est aussi l'espace mental, souvent, pour faire la recherche. Hein. Je pense à mes collègues de l'Université Laurentienne qui ont perdu leur emploi pas plus tard que 4 ans, en 2021. C'est atroce, on n'en parle pas assez, mais on a fermé le département d'histoire, littérature, théâtre dans cette région-là. C'est terrible, mais comment est-ce qu'on peut avoir l'espace mental pour faire de la recherche quand nos établissements sont menacés, quand nos établissements ne sont pas considérés, quand la recherche qu'on fait aussi est considérée comme étant inférieure à la recherche qui se fait en anglais, quand on hiérarchise, hein? Puis le français, ben j'ai entendu des gens de l'administration dire « Ouais, mais fais-le en anglais ta recherche. Tu vas en avoir du monde pour travailler pour toi. » Mais j'ai pas envie de lâcher. C'est la solution facile, mais en même temps, ma recherche, moi, elle concerne la francophonie, elle concerne l'histoire francophone. Si je me mets à la faire en anglais, je trahis les gens sur lesquels je travaille. Je trahis ma langue, la langue de mon cœur aussi, la langue dans laquelle j'ai grandi, puis la langue que je veux défendre. Valérie Lapointe-Gagnon, je vais poser une question qui n'était pas dans le plan. Est-ce qu'il y a une aliénation par rapport à la place que prend le Québec, les préoccupations nationalistes, puis on sait qu'il y a eu une cassure à la fin des années 60. C'est loin, puis c'est pas loin, là. Est-ce que les sensibilités par rapport à ce que vous nous racontez, est-ce que vous les sentez, qu'elles sont partagées au Québec? Oui, ben c'est sûr que ça aussi. En français. Voilà. Puis j'ai grandi au Québec. Hein. J'avais jamais imaginé faire carrière dans l'Ouest. Mais là, j'ai obtenu un poste dans l'Ouest. Moi, ça m'a pris du temps comme Québécoise avant de comprendre, de découvrir la complexité des francophonies canadiennes. J'ai appris l'histoire nationale. C'est à l'université, dans une école d'été, sur la francophonie, que là, j'ai découvert cet univers-là. Sa richesse, sa complexité. Puis, ça m'a ouvert à une autre réalité. J'étais pas consciente de ça. Donc, c'est arrivé tard dans ma vie, la francophonie. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes au Québec. De pas avoir conscience. C'est quand on a des Denise Bombardier qui disent que... Feu Denise. Feu Denise, oui. Le Seigneur l'a rappelé à sa droite. L'Ontario, il y a plus de francophones. Je passe ma vie en français. Mais non, la réalité, c'est que ma vie, je la fais en français à tous les jours. Puis ça, je suis pas la seule à faire ça en Alberta. On est quand même plus de 200 000 personnes en Alberta qui peuvent parler en français. Il y en a plusieurs aussi qui font le choix d'étudier en français. Puis il y en a plus qui le feraient s'il y avait des options. C'est ça aussi, c'est que nos établissements de la francophonie canadienne postsecondaires ne répondent pas à la demande sur le terrain. Parce qu'on regarde, en 84, il y avait une école francophone en Alberta. Aujourd'hui, il y en a 45. Les écoles d'immersion, on n'en parle pas. Ça explose de partout. Donc, on a quand même un grand bassin de population. Il se passe quelque chose et on ne vient pas saisir cette opportunité-là. Puis dans le contexte actuel, je trouve ça extrêmement dommage parce qu'on voit ce qui se passe avec les États-Unis. Et là, on a une opportunité réellement d'affirmer ce qu'est le Canada. Et on devrait miser davantage sur cette dualité linguistique, en être fier, la réaffirmer. Mais pour en revenir au Québec, oui, c'est souvent québécocentré quand on parle de la francophonie. Puis il y a beaucoup de ponts à bâtir. Il y a des gens qui sont sensibles, mais je pense qu'il faut travailler davantage là-dessus, à conscientiser que oui, il y a des francophones d'un océan à l'autre. C'est une réalité, puis on n'a pas à juger la qualité de leur français. J'ai encore des étudiants qui vont au Québec pour leur première fois, puis qui reviennent un peu déçus. Parce qu'ils se sont fait dire qu'ils n'étaient pas francophones, puis on leur a répondu en anglais constamment. Alors que, vraiment, mais ils voulaient parler en français. Puis ça s'est pas passé il y a 10 ans. C'est dans l'histoire très, très récente. Sophie, vous voulez lancer un pavé dans la mare? Oui, je pense que ça vaut la peine. J'abonde dans le sens de Valérie, et il y a des ponts et des relations à construire ou reconstruire entre les chercheurs et les chercheuses du Québec et ceux de la francophonie minoritaire. C'est le travail de l'ACFAS, ça? Travail de l'ACFAS, mais attends une minute, là. Là, je pense que je vais dire quelque chose que tu n'aimeras pas. Ah, go!
Au pire, c'est moi qui fais le montage. C'est exact, tu le couperas. Il y a beaucoup de travail à faire, Valérie le dit. Mais je vais quand même, là, c'est vraiment mon chapeau de directrice générale d'ACFAS. Oui. Le Québec, le gouvernement actuel, finance depuis 3 ans. Il vient de reconduire son financement pour 3 ans pour un service qui s'offre à tous les chercheurs et à tous les établissements canadiens, sauf ceux du Québec. C'est bon, c'est pas bon? Ben oui, c'est bon. Ah bon, OK. C'est sûr que c'est bon. C'est merveilleux. J'appuie, là, ça fait une grosse différence dans nos vies. Mais Sophie, je te laisse expliquer le truc. Ben, je ne veux pas aller dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'heure actuelle, et là, on n'est pas dans les allégeances politiques. On a des gouvernements sensibles à des enjeux important pour le devenir de la province du Québec et le devenir du Canada. Oui. C'est ça qu'on a. Donc là, on a 2 gouvernements qui ont compris qu'il y avait un milieu en crise. Oui. Nous, on a mis sur pied un service qui n'existait pas, qui fait juste aider des chercheuses comme Valérie, qui veulent déposer une demande de subvention aux organismes subventionnaires auxquels Valérie fait référence. Or, dans leur université unilingue anglophone, il n'y en a pas de conseiller à la recherche qui parle en français. Ouais. Donc, comment un conseiller anglophone, unilingue, peut-être un petit peu bilingue, peut évaluer la qualité d'une demande préparée par Valérie? C'est impossible. Okay. On a mis sur pied un service où on fait le travail, on analyse la demande avec le chercheur et l'université peut déposer en français. Okay. Et là, ce que je dis, c'est que le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, par l'entremise de Patrimoine canadien, ont jugé important de financer ce service. Non. Le Québec finance un service qui ne s'adresse pas aux chercheurs québécois. Donc, il y a une réponse politique. C'est le gouvernement de la CAQ? Je parle du gouvernement en poste à l'heure actuelle. On peut les nommer? On peut les féliciter? Bon, voilà! Il y a si peu d'occasions de le faire. Faisons-le quand ça se présente! Virginie Houle, les jeunes chercheurs, comment on fait pour les convaincre? C'est une grosse question. Oui, c'est ça. Par où je l'aborde, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas, comme je disais d'entrée de jeu, ils n'ont pas non plus nécessairement le choix, parce que la pression, ils veulent, la relève en recherche veut justement des meilleures opportunités, puis souvent, ce qu'on entend, tout le moins comme perspective de jeunes, et étudiant qui commence sa carrière, c'est qu'on va avoir des meilleures opportunités dans le monde anglophone, dans le monde international. Puis même chose aussi pour le soutien aux revues scientifiques qui sont perçues comme étant plus prestigieuses en anglais. Mais je reprends aussi ce que Valérie avait dit parce que la recherche en français est parfois vue comme étant inférieure. Puis, tu sais, je pense aussi que ça, c'est un autre enjeu qui s'ajoute. Mais certainement, en plus, je voulais faire d'autres liens avec ce que Valérie avait dit en parlant de la langue de son cœur, qui était le français. J'ai vraiment trouvé ça beau comme image, comme métaphore. Ouais. Mais il y a aussi le fait que c'est plus difficile de faire de la recherche en anglais. Tu mentionnais tout à l'heure, fais ta recherche en anglais, tu vas avoir du monde plus facilement. Mais pour la population francophone, d'une part, l'aisance linguistique est beaucoup plus présente en français. Il y a beaucoup plus de facilité, d'une part, mais d'autre part aussi, la pertinence sociale du français. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu, la priorité. Pourquoi la relève en français tient tant... la relève en recherche, tient tant à la langue française parce que c'est sa langue maternelle, puis c'est la langue aussi de la communauté à laquelle la recherche est exposée. Donc, on élimine la barrière linguistique, en fait, qui stresse entre le public et les chercheurs. Ouais. En 2024, il y a un rapport qui a été publié dont vous avez participé, on en a parlé tantôt, qui était soutenir et rehausser la recherche en langue française vers une action structurante et concertée. Justement, les idées structurantes que ce rapport-là a dégagées, est-ce qu'on peut en glisser un mot? Mais ouais, pour nommer nos pistes d'action, en fait, c'est qu'on peut les diviser en 3 axes. Donc, d'abord, c'est de voir le français comme langue des sciences, comme langue de mobilisation des connaissances, et puis comme la langue de la relève. Ouais. Donc, si je peux dire langue des sciences, bien, c'est tout ce qui est soutien institutionnel, que ce soit, par exemple, le FRQ qui soutient des chaires de recherche sur la science, sur le français, par exemple, sensibiliser
sensibiliser la communauté de recherche sur la science en français. L'angle de mobilisation des connaissances aussi, mais on parlait de découvrabilité des contenus scientifiques aussi, c'est clair qu'on va mentionner avec Érudit, qui était le Netflix un peu du contenu, mais certainement soutenir ces plateformes-là. On mentionne notre site comme étant recherche en français, mais la recherche en français, quand on réalise ça au Québec, c'est pas mal la langue la plus souvent utilisée dans le laboratoire. Le problème, c'est quand on parle de science en français, que là, c'est la diffusion qui se fait en anglais. On va y arriver bientôt. Je vais ajouter une petite anecdote. Ben vas-y, Sophie, vous réalisez un rêve. Allez-y, parlez. Parce que je l'ai entendu souvent. Le rapport dont parle notre collègue Virginie, on a vu la naissance à l'ACFAS de ça, une consultation il y a 3 ans. Et là, moi, je circule. C'est tous des étudiants à la maîtrise puis au doc. Et j'entends, oui, mais là, moi, là, je suis à la maîtrise, je suis au doc. Je pense que je vais vouloir avoir une carrière académique. Et là, je dois publier. Et là, mettons que je suis en sciences naturelles, génie, maths, santé. Mon directeur ou ma directrice de mémoire ou de thèse me dit, en tout cas, je pense que tu devrais publier en anglais. Et là, il faut imaginer qu'une personne comme Virginie doit, à ce moment-là, faire un choix à caractère social, personnel, politique. Je veux une carrière. Je vais publier en anglais, mais c'est pas ma langue. J'aimerais ça. Et si j'ai publié en anglais, ça va être plus compliqué, ça va me prendre plus de temps. Je vais moins performer ailleurs. Qu'est-ce que je fais? Moi, je lève mon chapeau. Je sais pas comment vous prenez, les membres de la relève, cette décision-là au quotidien, mais c'est un choix qui a un sens profond par les temps. Et c'est l'avenir, là, c'est pas nous, c'est pas moi, c'est eux. Les problèmes de société, c'est eux et elles. Puis c'est vrai que c'est tellement un débat qui revient. Genre, moindrement qu'on veut publier un article, on se pose la question avant même de l'avoir rédigé. Est-ce que je veux raisonner avec la communauté dans laquelle je le diffuse? Au contraire, avoir plus d'accès. Donc, c'est vraiment effectivement cette dualité-là qui revient sans cesse. Moi, je vais être un peu plate. Je vais un peu prendre un pas de recul. Je vais me tourner vers Vincent Larivière et Tania Niemann parce que j'ai l'impression que, il y a des chevaliers et des chevalières de la langue française. Bon, mais visiblement, les tendances et le marché mondial et le contexte capitaliste du savoir universitaire fait en sorte qu'on ne pourra pas juste compter sur la bonne volonté de gens comme Virginie et Valérie. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas tout le temps, mais c'est structurel, le problème. Là. Oui, absolument. Donc, ça prend des changements structurels. Et là, si on peut parler tu sautes un peu aux solutions qui sont des changements structurels, mais ça demande de repenser c'est quoi la carrière scientifique. Virginie mentionnait que on se pose des questions si on doit publier en français ou en anglais. Dans la plupart des domaines, enfin, on se pose même pas la question. Non, c'est ça. L'évidence, c'est la publication en anglais, en physique, en chimie, dans à peu près tous les domaines médicaux. Vincent Larivière, j'ai l'impression que longtemps, ça a été ça, l'anglicisation des savoirs universitaires, mais là, c'est en train de faire tache d'encre vers les sciences humaines et sciences sociales. Oui, exactement. Donc, dans les faits, si on prend la communauté scientifique canadienne et donc québécoise, la production d'articles en français dans les domaines des sciences naturelles et médicales, ça n'existe plus. Bon. OK, donc il n'y en a plus. Je suis désolé. Donc, tu peux peut-être en trouver un par hasard qui s'est échappé, mais ça n'existe plus. Okay. Là, je parle des publications. C'est pas sur le radar. Voilà. Ça, je parle des publications scientifiques évaluées par les pairs. Évidemment, il va y avoir des articles de vulgarisation, il va y avoir des colloques comme l'ACFAS, il y a plein d'autres moyens de diffusion. Mais la rédaction du matériau principal qu'est l'article scientifique, elle est à peu près disparue. Les sciences sociales et humaines résistaient, si vous voulez, à cette tendance-là d'anglicisation qui, dans les faits, touche pas juste le français, touche toutes les autres langues, en fait, sauf l'anglais, puis peut-être certaines qu'on pourra évoquer plus tard. Mais bon, les sciences sociales résistaient, les sciences humaines. Et là, ce qu'on voit depuis peut-être une trentaine d'années, c'est aussi une anglicisation de ces domaines-là au Québec. Puis ça, évidemment, ça a des conséquences différentes. Parce que dans les faits, la communauté scientifique des sciences naturelles, elle est internationalisée. Donc, elle a besoin d'une langue commune pour que tout
tout le monde puisse communiquer. Dans les sciences sociales et humaines, souvent, on s'intéresse à des objets nationaux qui ont une certaine dimension locale, donc la société québécoise, l'économie canadienne, etc. Et donc, on doit s'adresser à des collègues qui évoluent dans ce milieu-là, des praticiens. Et donc, en anglicisant ça, on coupe un lien super important entre la science et la société. Ah ouais. Puis on rappelle, puis là, je vais faire un petit saut dans le temps. À la création des universités au Moyen Âge, pendant 700 ans, c'était le latin, en fait, qui était la langue tout à fait. des universités. On se posait pas de questions. Le vernaculaire est arrivé, les langues avec les États-nations au 19e siècle. Je dis pas que c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait l'anglais, mais ça reste... J'ai l'impression que c'est une caractéristique depuis toujours qu'il faut peut-être... Vincent va mettre difficile à c'est vous le spécialiste. Non, mais c'est-à-dire que quand les premières revues savantes sont créées au milieu du 17e siècle, donc 1665, les Philosophical Transactions au Royaume-Uni et les Journal des savants en France, mais c'est les Philosophical Transactions qui sont les premières. Bref, c'est en anglais. En France, c'est en français. Donc, ça fait au moins 360 quelques années où c'était dans la langue nationale. Puis déjà, avant ça, il y avait quand même une phase d'anglicisation. Donc, avec la renaissance, on peut dire, des universités, amène l'usage des langues nationales. Ça continue quand même pendant assez longtemps. Là, bon, c'est un exemple que je donne souvent, mais Einstein, ses papiers importants, il les écrit en allemand. Marie Curie écrit les siens en français. Et il n'y a personne qui dit à Marie Curie, écoute, tu n'auras pas d'impact, il faut que tu écrives dans la revue britannique. Ça se pose pas, cette question-là. Mais évidemment, il y avait pas mal moins d'articles qui étaient écrits. Et donc, les scientifiques prenaient le temps d'apprendre une autre langue pour pouvoir comprendre leurs collègues, ce qui est évidemment plus le cas aujourd'hui, sauf pour les non-anglophones. Donc, à peu près tous les scientifiques non-anglophones sont au moins bilingues, mais ceux qui sont anglophones ne le sont pas souvent. Et, sans vouloir être québécocentriste, mais j'imagine aussi que forcément, le taux de bilinguisme est élevé au Québec. Ça fait en sorte que c'est plus facile, ce glissement-là, peut-être. On peut dire qu'à la base, les scientifiques québécois ont commencé à écrire en anglais avant leurs collègues français. Maintenant, ils ont rattrapé le chemin perdu depuis ce temps-là. Du coup, et donc, à écouter les conférences aujourd'hui, il y avait beaucoup de mots anglais dans les conférences des collègues. Donc, bon, cette réflexion-là, elle n'est pas seulement au Québec. Non, elle est partout dans le monde. Au Brésil, en Chine, il y a des études qui ont été menées, en Norvège, aux Pays-Bas même, il y a des actions. Il y a le groupe, l'association néerlandaise Bond, Better Education Netherlands, qui a intenté des procès à des universités. Eux ont des enjeux importants, c'est-à-dire qu'eux ont complètement anglicisé leur système d'enseignement supérieur. Et là, donc, tu as les étudiants universitaires hollandais qui rentrent dans les universités hollandaises. Je dis, hey, tabarouette, les cours sont en anglais. C'est quoi cette histoire-là? Donc, là, on travaille fort pour ramener de l'anglais. Évidemment, dans nos universités francophones québécoises, il y a des cours peut-être au doctorat qui vont être en anglais, mais c'est l'exception. Tandis que là-bas, on a vraiment anglicisé ça pour des raisons donc d'internationalisation, attirer des étudiants étrangers, ce qui est bien par ailleurs, mais qui amène des enjeux importants comme celui-là. Le climat d'hyper-concurrence, j'en ai glissé un mot tantôt, le capitalisme académique, j'imagine que c'est intimement lié aussi avec cette anglicisation-là. C'est une des causes principales. Donc, la course à la publication, elle est immense dans l'espace scientifique. Là. Juste pour donner certains chiffres, il s'écrit depuis quelques années à peu près 8 millions d'articles scientifiques à chaque année à l'échelle mondiale. 8 millions. Fred, donc, ça, c'est le chiffre de l'année passée. C'est peut-être trop. C'est trop. C'est peut-être trop. C'est trop, gars. C'est trop. Non, mais c'est là où il faut être vraiment précis. C'est qu'il y a trop de diffusion. Il n'y a jamais trop de science. On ne peut pas avoir trop de science. Non. Mais c'est qu'une disjonction, en fait, entre la quantité de découvertes faites et la quantité d'articles publiés. Donc, c'est de plus en plus difficile de découvrir des trucs. Parce qu'on a découvert déjà pas mal de trucs avant. Fait que là, il faut se creuser la tête pour trouver des nouveaux trucs. Or, on publie plus. Et ce qui est pas paradoxal, mais ce qui est intéressant à tout le moins, c'est que les scientifiques individuellement sont de plus en plus productifs. Donc, la moyenne de papier écrit par scientifique... Et là, on se dit, on est-tu plus brillant que nos collègues d'il y a 40 ans? Mais évidemment que non. Mon usage du téléphone me montre que... C'est ça, exact. Donc, on est moins brillant, mais or, on publie plus. Et là, évidemment, on publie plus, surtout en anglais. Parce que là, il y a des chiffres intéressants qu'on a sortis dernièrement avec mon équipe. C'est que le nombre absolu d'articles en français écrits au Québec par nos universités, il est stable. Donc, en volume, il y a toujours à peu près 2000 articles écrits en français. Mais là, on ajoute à ça
3 fois plus, 20 fois plus d'articles. Donc, une croissance super élevée des articles en anglais qui, évidemment, en termes relatifs, font diminuer la place du français dans l'écosystème. Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est est-ce que c'est les mêmes personnes? Est-ce qu'on dit à nos étudiants, nos étudiantes, OK, votre premier papier, vous le faites en français pour tester, testez-le un peu, mais quand vous devenez sérieux, hey, on passe à l'anglais. Je vais entendre Tania Niemann avant parce qu'on ne vous a pas entendu encore. Parlez-nous d'Érudit. Érudit, ça vient d'un consortium qui a vu le jour il y a plus de 25 ans pour contrer justement cette anglicisation et commercialisation de la science et pour préserver au Québec un lieu dans lequel on peut se doter de capacités de continuer à publier en français sur des enjeux qui nous concernent dans notre société. Donc, on a ça encore des revues québécoises qui publient en français au Québec. Et quand on a passé quand le numérique est arrivé, la concentration du marché, l'anglicisation, etc., il y a eu des visionnaires qui ont pensé, ça nous prend une capacité de publier numériquement et d'avoir une plateforme qui héberge tous ces contenus numériques et qui fait en sorte que, comme collectivité, on est capable d'avoir des revues, de publier en français dans la langue, d'utiliser ces contenus-là pour l'enseignement dans nos institutions, etc., et faire lire et rayonner aussi cette science produite ici à travers le monde. Alors, sur la plateforme Érudit, il y a seulement des textes, de la recherche en français? Non. OK. Sur Érudit, il y a plus de 360 revues. Il y a des revues savantes, plus de 240, je pense, qui publient régulièrement encore des numéros par année qui ajoutent des articles. On ajoute plus que 10 000 articles de revues scientifiques par année. On a aussi des revues culturelles du Québec. Et on a des livres et des actes de colloques, d'autres rapports de recherche à travers de ça. Donc, on n'accepte pas juste de la publication en français. Vous ne pourriez pas, en fait. Est-ce que le modèle d'affaires le permettrait? Vous êtes obligé d'essaimer plus large? C'est pas ça la question. Je pense que la science est multilingue et internationale. Donc, ça nous arrive comme... produit par la communauté de recherche. Donc, on ne fait pas de sélection sur la langue. Fait que vous êtes un peu tributaire de ce qui se produit en recherche. Absolument. Voilà. Oui. Et on est tributaire, mais on est aussi un vecteur qui favorise donc le rayonnement de ces revues-là. C'est super important pour la continuité d'avoir cette capacité de publication et de diffusion dans notre langue. La majeure partie des articles sur Érudit sont en français. Là, il y avait comme une ambiguïté, la très grande majorité des articles. Donc, je vous donne quelques exemples. Par exemple, pour que ça devienne concret, le bulletin d'histoire politique, la revue canadienne de bioéthique, la revue annuaire théâtrale en théâtre, une revue en sciences infirmières, revue d'études autochtones. Ce sont donc toutes des sujets qui ont un lien avec la société québécoise ou canadienne. Ça peut être dans les deux langues. Mais comme on est né au Québec, pour vraiment défendre le français, c'est vraiment le corpus principal. Donc, à travers les années et avec l'accroissement de nécessité de financement, nous avons ouvert le tout pour accueillir aussi des revues anglophones uniquement et aussi beaucoup de revues qui se nomment des revues canadiennes, bilingues, qui souvent publient 8 articles en anglais et 2 articles en français ou un article de temps en temps en français. Fred, j'aimerais qu'on déconstruise un mythe. Vincent l'a abordé, on l'a abordé un peu en filigrane. Publier en anglais, c'est s'inscrire dans des grandes problématiques, des questions de recherche qui transcendent les pays, les provinces. C'est ce qui intéresse tout le monde. Publier en français ou en italien ou en portugais, c'est des thématiques locales qui intéressent moins. Je vais leur poser la question. Mais ça, tu vas leur demander c'est quoi les statistiques de consultation de la plateforme Érudit. Et tu vas voir le mythe éclater.
Alors... Les gens applaudissent, ils n'ont même pas les chiffres. Ouais, ils les connaissent. Les gens... ils connaissent. Allez-y, Tania. En 2024, 38 millions de pages vues, 5,4 millions de visiteurs uniques et 75% de ces visites venaient de l'international. En fait, dans ton mythe, tu disais l'anglais, c'est ce qui intéresse tout le monde. Puis bon, ce qui t'intéresse, en fait, la francophonie, elle est immense. Mais il y a beaucoup de travaux qu'on va publier en anglais et pour lesquels on n'aura aucun public. Il faut penser, disons, un travail en français qu'on écrit sur... Oui, exactement. En fait, là, j'entre pas dans les revues prédatrices tous les doctorants le disent. Hein? Je sais que mon travail de 8 ans va se retrouver... Mais ça, c'est un mythe aussi. Ça, c'est un mythe qu'il faut déconstruire avec les étudiants et les étudiantes. Mais il y a énormément d'articles scientifiques dans les 8 millions qui sont écrits pour leurs auteurs et pas tant pour leurs lecteurs. Et bien souvent, ces articles-là vont être écrits vont être écrits en anglais parce qu'on vise un public fictif international. Donc, il y a des exemples de revues... Pour le mettre sur notre CV. Oui, exactement. Donc, c'est les dynamiques d'évaluation. Mais il y a un élément ici qui est un peu paradoxal où on a des revues qui étaient plutôt petites, qui écrivaient ou les articles qui étaient écrits en français, où on desservait une petite communauté. Et là, sous la pression de l'international, on s'est dit, on va écrire en anglais. Et là, on est passé de petit public à pas de public. Parce que la communauté internationale a dit, c'est quoi cette revue-là d'un endroit que je connais pas? Donc, ça m'intéresse pas, moi. Parce qu'avec la langue vient souvent un lieu géographique. Bien sûr. Les revues américaines, les revues britanniques, les revues de pays, qui font partie des pays, disons, dominants scientifiquement. Donc, il faut faire très attention à ça. On a une revue en français, elle répond à un besoin, il faut poursuivre le travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser ça? Est-ce qu'il y a des solutions? Il y a des choses à faire. Puis là, je vais dire quelques trucs, puis je vais laisser mes collègues continuer. Mais il y a à la fois il faut travailler sur les conditions sociales qui ont amené l'anglicisation de la science. Donc ça, c'est un problème social en partie, mais il y a aussi des solutions technologiques. Okay. Donc, rapidement, souvent, on dit, la traduction peut amener certaines solutions quant à, disons, l'anglais fonctionnel. Ouais. Donc, je travaille sur une thématique donnée. Je voudrais que tout le monde puisse me lire. Donc, avec la traduction, si moi j'écris en français, on est peut-être capable de le traduire dans les différents... Traduire, c'est trahir. Hein? Oui, effectivement, c'est imparfait. Maintenant, il faut reconnaître qu'en ce moment, il y a une bonne partie d'articles écrits par des non-anglophones qui sont des articles traduits de leur langue vers l'anglais déjà. Donc, les enjeux de la traduction automatique existent déjà dans la littérature en anglais. Mais donc, la traduction permet en partie de régler ça. Pas complètement, parce que c'est pas parfait. Puis on a vu cette semaine qu'il y avait des traducteurs automatiques qui changent le sens. Non, c'est ça. Donc, il y a des enjeux importants. Et tout n'est pas traduit. Non, exactement. Il y a une curation... Mais, en fait, il y a un intermédiaire qui... En tout cas, mais il y aurait moyen, en théorie, d'avoir un système où, si les algorithmes sont assez bons, que tout le monde puisse écrire dans la langue de son choix et lire dans la langue de son choix sans passer même par l'anglais. Mais l'enjeu le plus complexe, à mon avis, c'est de changer les pratiques disciplinaires dans lesquelles on a socialisé nos étudiants, nos étudiantes. Si on veut que ça change, et on veut que ça change, et on va voir le verre à moitié, voire très plein, il faut continuer à parler, comme on fait maintenant, pour que ce qu'on vit, ce que Valérie vit, ce que Virginie vit, ça soit rendu public. On veut pas renverser la tendance. La tendance, Vincent l'expliquait, là, c'est des décennies où les publications en anglais croissent au détriment des publications scientifiques dans toutes les autres langues. On n'est pas naïfs. Personne ici. On n'est pas naïfs. Okay, on est des gens sur le terrain. Oui. Par contre, on peut peut-être se dire, et on se bat pas contre le fait anglophone. C'est pas une batte. Par contre, c'est pas normal que de publier en français, ça soit moins bien perçu sur le plan symbolique. Ouais. Ce qu'il faut changer... Particulièrement au Québec. Au Québec, ailleurs, dans d'autres pays, ça va être dans d'autres langues. Ce qu'il faut changer, c'est, OK, c'est quoi une bonne recherche? C'est quoi l'impact? Comment on veut mesurer l'impact d'une recherche? Est-ce que de faire une recherche et de publier dans Nature, c'est l'impact ultime, total, sublime? Ça l'a été longtemps, ce l'est encore. C'est-tu ça, avoir un impact en recherche, Fred? C'est ça qu'il faut repenser. Non, c'est ça, parce que tout n'est pas mesurable. Oui, publier dans Nature, ça flash, hein, mais ce qu'on fait sur le terrain, dans nos communautés francophones, c'est qu'on permet à une langue, à une culture de rester vivante. Oui. Puis la mission de nos établissements postsecondaires en francophonie canadienne n'est pas la même. Puis c'est vraiment temps que ce soit reconnu.
Parce qu'il y a un gros travail communautaire qui est fait de relations avec la communauté, de recherche sur la communauté qui n'est pas toujours valorisée. Fait que Vincent en a parlé, Sophie en a parlé, mais je vais insister là-dessus. Il faut vraiment revoir les critères d'excellence de la recherche. Puis tout n'est pas... Tantôt, on a dit que ces problématiques-là existaient dans d'autres pays. Il y a plusieurs villages gaulois. Oui, bon. En effet. Donc, ce sont des initiatives qui se réunissent autour des infrastructures de diffusion, de publication et de diffusion, qui sont souvent dans un contexte national où on veut préserver cette capacité de publication dans notre langue et on bâtit la technologie du soutien à la publication, des capacités, de l'expertise, etc., pour soutenir cette activité-là et avoir des plateformes qui diffusent puis qui vont faire rayonner ces résultats de recherche-là dans ces langues. Donc, au Brésil, Vincent en parle souvent, c'est un exemple très célèbre parce que c'est vraiment le gouvernement qui a investi dans Cielo, la grande plateforme Cielo, qui est soutenue par l'État pour continuer à publier en portugais ou favoriser tout ça. Mais ça existe aussi en Croatie, ça existe nouvellement en Finlande et on va dans des conférences où toutes ces initiatives-là qui militent en même temps pour la science ouverte et le libre accès et le multilinguisme en sciences, où on se rencontre et on se rend compte que ce gros pouvoir des éditeurs commerciaux, c'est une bulle. C'est une bulle parce qu'il y a beaucoup de publications indépendantes, des revues qui sont menées sur les campus dans les universités dans d'autres langues, qui sont le nombre de ces publications ou de ces revues et de la façon dont c'est mené indépendante, comme chez nous ici au Québec, ça existe partout ailleurs. C'est juste qu'on n'est pas entendu, on n'est pas rassemblé, on n'a pas la force commerciale pour pousser ça dans les catalogues des bibliothèques, pour aller chercher tout cet argent qui est dans les budgets d'acquisition des bibliothèques, etc. Donc, mais on en parle... Ça fait longtemps que je travaille à Érudit. On en parle aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a... voilà. Donc, il y a vraiment un momentum international en ce moment. Okay? Puis le momentum prend plusieurs formes. Dans le monde anglophone, on a réalisé que le focus sur les revues à haut facteur d'impact, ça pervertissait d'une certaine façon la science, qu'il y avait une crise de la reproductibilité. Donc, toute cette course à la publication-là influençait même le monde anglophone. Donc, dans tout ça, le multilinguisme, on pourrait dire, on peut s'insérer. On dit, écoutez, on doit arrêter de mettre l'emphase sur le nombre de publications, sur les facteurs d'impact, essayer de se sortir du contrôle de l'édition commerciale par les grandes maisons d'édition. Puis dans les faits, je vais répéter rapidement ce que Tania a dit, mais la plupart de la recherche qui a du prestige, selon le nom de la revue, elle est publiée par des maisons d'édition commerciales. Mais en réalité, il y a une diversité de revues puis de maisons d'édition. Mais en ce moment, toutes nos bibliothèques et tous nos meilleurs articles, on les envoie dans ces revues-là. Une bonne revue savante, c'est une coquille. Et elle va avoir, sa qualité va être fonction des manuscrits qu'on envoie. Donc, il faut envoyer nos meilleurs manuscrits, pas dans les revues qui ont déjà le plus de prestige, mais les envoyer ailleurs. Mais évidemment, ça demande de briser ce cycle-là, où essentiellement, c'est via la revue souvent qu'on reconnaît une grande découverte. Si on regarde, c'est vraiment plein de choses absolument absurdes dans ce monde-là. Par exemple? À l'Université de Montréal, les téléchargements proviennent en majorité ou en deuxième position d'érudits. Donc, les étudiants consultent à fond les articles d'érudits. Les profs aussi. Et les profs, sur les campus du Québec. Mais donc, si on voit combien l'université paye pour avoir accès à cette ressource dans cette grande éditeur-là, et comment, avec les fonds publics, c'est très, très clair que ce qu'on est capable de faire avec peu de moyens peut avoir un impact très, très fort. Mais bon, le chemin est encore long, puis il faut en parler beaucoup.
Puis, il faut avoir des chiffres pour démontrer cet impact. Donc, beaucoup d'analyses, je lance ça à Vincent, sont encore Vincent, il prend des notes depuis le début. Il n'avait même pas commencé à enregistrer. Fait que j'imagine qu'on va pouvoir trouver ça sur Érudit bientôt, Vincent? Oui, probablement. Donc, des analyses supplémentaires à faire. Mais les données de téléchargement sont extrêmement riches, vraiment. Puis montrent encore là l'impact des travaux de recherche qui sont faits ici et diffusés en français, qui sont une matière première pour les étudiants de premier cycle, principalement dans les domaines des sciences sociales et humaines. Puis on pourrait avoir encore plus d'impact s'il y avait aussi des articles de sciences qui étaient écrits en français, mais là, il n'y en a pas. Puis ça, c'est un élément important pour l'enseignement au premier cycle. J'ai pointé Martin Maltais qui est dans la salle et qui a sûrement des choses à dire. Viens, on a même préparé une chaise pour vous. Vous êtes le président? Oui, je suis le président de l'ACFAS. Quand on s'est connus, je ne l'étais pas, voilà. Mais maintenant, oui. Martin, je pense que c'est la 3e fois que vous êtes à la balado. La première fois, c'était suite à un texte publié dans les médias sur le financement de l'éducation, entre autres. Vous avez eu les 2 mains dedans. Vous avez été très, très près des décideurs. Oui, j'ai le défaut et la qualité d'avoir travaillé pour 4 ministres dans 3 gouvernements différents. Ouais. Ça peut être bien, puis en même temps, on peut se dire, oh, pas beaucoup de stabilité. C'est sûr que dans mon milieu, c'est pas une qualité première. Je sais, je fais des blagues. Je fais des blagues. Tantôt, on parlait du capitalisme académique, de la course à la performance, de la mondialisation des savoirs, des palmarès. Je me rappelle, on en avait parlé aussi. Bon, avez-vous espoir qu'on va réussir un jour à temporiser tout ça? Ça dépend combien de temps on a. Je sais pas, mais j'ai l'impression que ça reste ça, le nerf de la guerre. Ben écoutez, si vous voulez parler de temporiser tout ça, il y a des intérêts économiques derrière tout ça. Bien sûr. Moi, je me rappelle quand je suis devenu jeune professeur, là je vais prendre un peu de temps pour vous raconter un truc. On a du temps. Un truc, quand je suis devenu jeune professeur, je m'intéressais à ce qui était le plus hot. Moi, je m'intéresse au financement, aux politiques d'enseignement supérieur, aux universités. C'est mon objet d'étude, de recherche. C'est ma vie. C'est le truc que j'aime le plus au monde. Alors, je me suis... À part votre famille. Je me suis demandé où ça se passait, puis qu'est-ce qui était le plus névralgique. Puis je me suis ramassé en Australie, à The World Academic Summit du Times Higher Education. Je commence à faire le tour du groupe de référence, comme je fais souvent dans les activités à caractère plus politique. Je finis par rencontrer un type qui s'appelle Phil Beatty. Phil Beatty, qui est mon ami LinkedIn depuis maintenant 15 ans. Ah, mon Dieu, un ami proche. Et Les amis LinkedIn. Et qui est au Times Higher Education. Vous le félicitez aux 7 ans, j'imagine, chez LinkedIn, les gens font ça. Non, bravo, ton je suis quand même plus récurrent que ça. Quand même. Mais Phil Beatty, ce qui est intéressant, c'est que une soirée, on commence à discuter comment c'est arrivé la création de votre organisation. Il m'a raconté de façon très nue et déshabillée comment ça s'est passé à ce moment-là. Ils étaient dans le Times à un moment où ils ont décidé de faire comme un ranking des universités. Et le lendemain matin, ils ont vendu 8 ou 12 fois le nombre de revues qu'ils vendent normalement pour le Times. Et là, ils ont externalisé le produit. Ils ont créé une brand à part. Et depuis ce temps, ils vivent sur cette brand. Et au moment où... Tout ça est mal. Et au moment où j'y étais, ils étaient rendus à 230 employés à Londres, dans la filière. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est encore plus intéressant. Ils se sont dit, ouais, mais là, le classement des Chinois vient de rentrer. Et là, nos ventes, nos publications, ils baissent. Et là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ils se sont mis à faire des New Young University, des African University. Et là, ils ont commencé à vendre dans cette logique-là. Alors, on est dans ce monde-là. Bon, là, vous avez écouté l'épisode. Là. Vous étiez assis. La première affaire que je vais vous dire, moi, je vais revenir sur Valérie Lapointe-Gagnon. Ce qu'elle a dit est vraiment fondamental puis central pour l'avenir de la science en français. Ce qu'elle a raconté, tous les récits qu'elle a racontés, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit, ce sont des éléments qui sont centraux dans le message que nous, on porte, puis dans le travail qu'on fait à l'ACFAS. Le fait français au Canada est hyper important. On est dans un contexte à l'heure actuelle où
le gouvernement des États-Unis a posé un certain nombre de gestes qui sont majeurs. Des attaques frontales. Bien, très frontales. On remet en question l'existence même du pays. Ce qui est clair, c'est qu'on a des défis majeurs à partir de maintenant. Et pour la première fois, le fait français doit être valorisé et on a une opportunité pour le faire valoir avec la loi sur les langues officielles qui a été adoptée récemment, le chapitre 7, qui met le français en situation de défavorisation et le contexte international qui fait en sorte qu'il faut repositionner toute la situation du pays sur la scène internationale avec des nouveaux partenaires ou d'autres partenaires. C'est clair qu'on coupera pas les ponts avec les États-Unis, surtout pas sur le plan scientifique, parce qu'en science, on ne coupe jamais de ponts. Non. Ça fait pas partie de notre culture. Et on survit généralement à la plupart des gouvernements, mais là, il y a des gestes importants à poser qu'on n'a jamais posés et qu'il va falloir poser. Est-ce que c'est une fenêtre? Valérie, oui, mais Martin parle d'une chose fondamentale, c'est la diplomatie scientifique. Oui. Puis jusqu'à maintenant, le Canada a beaucoup investi ce terrain-là en anglais. Mais c'est ça, il y a une opportunité à saisir. Ça prend une politique de diplomatie scientifique bilingue. Il y a des connexions à faire, oui, dans le monde anglophone, mais il y en a énormément à faire dans le monde francophone. Et si on n'est pas là pour saisir cette opportunité-là maintenant, on va passer à côté. Donc, il faut réagir. Il faut investir le terrain. Fait que ce qui se passe au sud de la frontière, c'est une fenêtre intéressante. Les crises font bouger les choses plus vite. C'est Edgar Morin qui en parlait. Là. Ça fait débloquer des solutions créatives. Peut-être. C'est pas l'idéal, je vois Martin là, découragé. C'est parce que je comprends Edgar Morin. Là, je connais ses travaux, j'ai travaillé avec lui. Pour Edgar Morin. Non, mais sur cette question-là, c'est clair que les drames humains, on veut les éviter. Oui, les crises, bien sûr. On veut les éviter. Mais à travers les crises, il faut savoir saisir le beau, la lumière. Des crises, on en a vécu un certain nombre. En politique publique, j'en ai vécu probablement plus qu'un certain nombre d'entre nous, mais ce qui est clair, il y a des opportunités qui apparaissent à travers ça. Et là, présentement, si on veut expliquer correctement et adroitement au reste du Canada anglais, une des choses qu'on a faites récemment, c'est d'essayer de diffuser le message qu'on a fait la semaine dernière dans le Journal de Québec et de Montréal à l'intérieur de la communauté anglophone. On a interpellé Affaires universitaires. On a interpellé un certain nombre d'autres acteurs. Pour les millions de Québécois qui lisent pas le Journal de Montréal, peut-être résumer la lettre? Je vais me permettre de prendre le relais sur Martin. Merci beaucoup sur mon président. Là, on est sur la sphère canadienne. Oui. Okay? Il y a un nouveau gouvernement... nouveau. Il y a un nouveau gouvernement qui a été élu il y a une semaine. Et là, on va savoir bientôt comment le premier ministre Carney va composer son cabinet ministériel. Ça va prendre une semaine ou deux. Et ce nouveau gouvernement-là, avec tout ce que vous avez misère à dire le nouveau gouvernement? Oui, je sais pas pourquoi. 5e mandat d'affiné par les libéraux, c'est ça? Oui. La situation, Valérie l'a évoquée, Martin l'a évoquée, on l'a tous évoqué. Il y a une situation inédite où les sciences et la recherche sont mises à mal par notre voisin américain et ça fait réagir tout le monde. Et là... Il y a des gens au Canada qui portent aussi ce message-là, malheureusement. Et là, si le prochain gouvernement capte le message comme il faut, il a un pouvoir que d'autres pays n'ont pas. Il y a 2 communautés scientifiques qui peuvent faire rayonner le Canada sur la scène internationale. Là, il faut tous et toutes faire comprendre au gouvernement qui s'en vient qu'il y a un levier, il y a double levier pour faire valoir l'intelligence en recherche dans son pays. Puis il peut interagir avec plein de communautés parce que son intelligence, elle repose sur le fait francophone et sur le fait anglophone. Il faut les mobiliser. Mais ça va-tu? OK. Mais est-ce que ça va fonctionner, Martin Valtin? Avez-vous confiance? On est dans un contexte où les sommes investies pour la défense vont être augmentées de façon importante. Tout l'échiquier de la production en armement va changer dans les années qui viennent. Les universités vont être appelées à faire autre chose que ce qu'elles ont l'habitude de faire. Et 23 % de la population du pays vit, mange, dort en langue française. L'enjeu global, c'est celui de la vie scientifique en français. Et on ne pourra pas réorganiser
les choses sans considérer le fait français. On a des lois qui font en sorte que maintenant, ça doit être considéré dans l'échiquier. Et simplement sur le plan stratégique, diversifier ses options comme pays, c'est maintenant le chemin à suivre. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a un plaidoyer à faire pour éclairer davantage les politiciens au fédéral. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'on demande aux gens aussi de prendre, lors du congrès, le code QR et d'aller voir ce qu'on leur demande de signer oui. pour pouvoir porter cette voie-là un peu plus loin comme organisation. Mais ce qui s'en vient, ce n'est pas quelque chose qui est simple et ça dépasse largement les questions qui nous habitent. Ceci dit, oui. c'est une opportunité pour la publication scientifique en langue française et pour le monde francophone en général sur le plan scientifique. Et ça, il faut en profiter. Ouais. C'est un beau message, clair et vibrant, Martin Maltais. Moi, je veux te remercier de t'intéresser à cette question-là, Fred, qui est une question qui peut avoir l'air nichée. Ce sujet niché, peut-être ou peut-être pas, a un impact sur notre vie à tous et à toutes comme citoyens et comme citoyennes. S'il n'y a plus de recherche en français qui se fait pour documenter ce que nous vivons, ce que nous sommes, ce à quoi nous aspirons, ben nous ne serons plus nulle part. Voilà. Et nous ne serons sûrement pas dans les politiques publiques. C'est vrai. La poésie et le théâtre ne suffiront pas. Ça va prendre aussi de la science. Et ça prend des Vincent, ça prend des Tania, ça prend des Virginie, ça prend des Valérie, ça prend des Martin qui survivent, qui documentent, qui étudient, qui font rayonner, qui font des choix stratégiques, qui vivent au quotidien puis qui font rayonner ce qu'on essaie de faire. Alors, je vais remercier Valérie Lapointe Gagnon, Virginie Hall, merci d'avoir témoigné, d'être venu à la balado. Merci Tania Niemann, merci Vincent Larivière. Merci beaucoup. Martin Maltais, on se revoit l'an prochain. Puis Sophie Montreuil, est-ce que vous avez réalisé votre rêve? Tellement. Mais merci de m'avoir accompagné là-dedans. Je vais vouloir recommencer, ben, on va le faire. Hey, merci aux gens qui étaient là ce soir au Resto Bar de l'ETS.